À la une de l'actualité ce soir, l'assurance maladie universelle au Burkina Faso se matérialise davantage. Le gouvernement vient d'adopter un calendrier pour son opérationnalisation. Déjà au premier trimestre de cette année, la caisse d'assurance maladie universelle verra le jour et c'est une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Sur quoi se fonde le gouvernement burkinabé? Quelles seront les procédures de prise en charge? Des réponses à suivre dans ce journal. Dans le journal également, cette volonté farouche du Burkina Faso à inscrire ses hauts fourneaux au patrimoine mondial de l'humanité. Ces sites de métallurgie ancienne rappellent la réduction traditionnelle du fer au Burkina et la maîtrise d'une technologie qui a servi à transformer le minéral avant d'en faire des outils. Quels sont les sites de métallurgie concernés et quelle valeur dégagent ces hauts fourneaux et quelles sont les chances du Burkina Faso pour parvenir à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial? On en parle avec le directeur des sites classés patrimoine mondial au ministère de la Culture. Et puis à l'étranger, tuerie en Casamance, un chef rebelle menace de rompre la trêve. L'armée sénégalaise multiplie les ratissages en Casamance depuis le massacre de sang-froid d'une quinzaine d'hommes le 6 janvier dernier. Cette opération de l'armée serait sur le point d'orgue de remise en cause de la trêve dans cette région du sud Sénégal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, les étalons locaux de Drissa Malo Sabouteur sont éliminés dès le premier tour du 5e CHAN Maroc 2018. Ils ont été tenus en échec par les Lions indomptables locaux sur un score nul d'un but partout. Les temps forts de cette rencontre avec Salif Ouedraogo qui s'attelle à nous rendre disponible le reportage dans quelques instants que je vous proposerai d'ailleurs. Plusieurs dossiers examinés ce mercredi en Conseil des ministres. Il s'agit entre autres de décrets de nomination de commissaires de police et des statuts paramilitaires des douaniers. L'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle a été également décidée par le gouvernement qui dispose désormais d'un calendrier. Ali Doubadini, Dramandadjan. Pour pallier son déficit énergétique, le Burkina mise sur les centrales solaires photovoltaïques. Après Aktouli, 7 autres centrales sont au programme. Première étape, l'intention de réaliser des projets d'utilité publique. Le processus comprend 6 étapes. Et la première étape, donc, c'est cette intention que le ministre a mise en place et il a informé le Conseil. Je rappelle que ces centrales-là concernent Banfora, Waïgouya, Orodara, Dédougou, Fada, Douri et Ouagadougou. Vous savez que les centrales électriques demandent énormément d'espace et donc il faut ensuite mettre en place un système qui va permettre de déclarer les zones d'utilité publique, dédommager les personnes qui sont concernées et trouver donc les accords avec les collectivités locales et territoriales qui gèrent ces espaces-là. 2018 verra également la mise en œuvre du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. L'exécutif a donné quitus pour la création dès ce premier trimestre de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et de la Caisse d'assurance maladie des armées. Dans le registre sécurité, il est plutôt question de nomination de commissaires de police à travers l'adoption de 2 décrets pour acter le passage au grade de commissaire principal, de commissaire divisionnaire et de commissaire général de police. Le Conseil s'est également penché sur le statut du cadre paramilitaire des douanes. Parce que ça touche à la fois la fonction publique et ça touche également le ministère de l'économie et des finances. Donc au titre du ministère de la fonction publique, nous avons adopté un décret qui permet l'application de la loi 104-2015 base CNT du 23 décembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des douanes conformément aux dispositions des articles 187, 188 et 189 de la dite loi. Au titre justement du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté 2 décrets respectivement portant classement indiciaire et régime indemnitaire applicable au personnel du cadre paramilitaire des douanes. Mécontents de leurs conditions, des travailleurs de plusieurs ministères menacent de rejoindre la rue à l'appel de leurs syndicats. Le point a été fait à ce Conseil des ministres et le gouvernement dit attacher du prix au dialogue. Je le disais en ouverture de journal, les étalons locaux de Drissa Malo Sabouteur sont éliminés dès le premier tour du 5e CHAN Maroc 2018. Ils ont été tenus en échec par les Lions indomptables locaux sur un score nul d'un but partout. Retour sur le temps fort avec Salif Ouedraogo.
Passion au CHAN, les étalons locaux échouent une fois de plus au stade du premier tour. Face aux lieux indomptables locaux, ils devraient largement s'imposer pour espérer une quelconque qualification. Cet exploit a semblé se réaliser à la 42e minute avec Mohamed Silla. Face à son vis-à-vis, et c'était Serge. Et le but! Oh, le but! L'ouverture du score! Hélas, dès le retour des vestiaires, les étalons se font rejoindre au score. En tout cas, attention à cette offensive et le centre, le but. Ouais. Voilà. C'est tellement évident. Un but partout, c'est le score final. Les étalons locaux regagnent le bercail avec 2 points au compteur et un seul but marqué. Et puis, éducation, l'Association nationale des délégués scolaires sollicite le médiateur du FASO pour la résolution de la crise actuelle de l'éducation au Burkina. Ses membres sont allés voir Sarah Sérémé dans le but de plaider pour un retour normal des cours et des évaluations dans les écoles du Burkina. Boumanibié. La grève des enseignants fait déjà des effets dans les établissements scolaires. Perturbation des cours, absence d'évaluation, une situation qui, selon l'Association nationale des délégués scolaires, ANDS, risque de conduire à une année blanche au Burkina. Une inquiétude qu'elle a soumise au médiateur du FASO. Bon, ici, ce qui nous a beaucoup motivés en étant des délégués et en étant une structure, une association à venir chez le médiateur du FASO, c'est vis-à-vis de la situation éducative actuellement qui nous amène dans des circonstances vraiment pas intéressantes au Burkina. Voilà. L'ANDS qui a demandé au médiateur du FASO de s'impliquer personnellement dans la résolution de cette crise dit vouloir jouer elle aussi sa partition. Elle invite par ailleurs tous les élèves et enseignants à mettre chacun de l'eau dans son vin afin que l'année scolaire puisse être sauvée. La scolarisation des enfants du Burkina reste encore un défi pour le pays. Et celle des enfants vivant avec un handicap l'est encore plus. Ils sont en marge du système éducatif pour plusieurs raisons, notamment culturelles et institutionnelles. Et pour le réseau des parlementaires en éducation, des efforts doivent être faits pour créer des conditions d'égalité de chance pour tous les enfants du Burkina sans exclusive. Explication avec Paul-David Bambara et Maxime Zongo. En dépit d'importants progrès réalisés en matière d'éducation, ils sont encore des milliers, notamment des enfants vulnérables, qui demeurent exclus du système éducatif, en cause des barrières environnementales et institutionnelles. Nous avons atteint un taux de scolarisation de plus de 80%, que ce soit pour les jeunes filles comme pour les garçons. Cependant, cette performance cache beaucoup de disparités et qui pourtant l'éducation est la base de tout développement. Pour minimiser les contraintes, l'État burkinabé et ses partenaires, notamment l'UNICEF, se sont engagés à promouvoir une éducation inclusive. Participe de cette quête d'égalité des chances la présente initiative des parlementaires. Des efforts doivent être faits pour qu'à cette éducation inclusive, en plus de prendre des enfants qui ont un handicap, qu'on voit des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage pour plusieurs raisons et quelles sont les initiatives qu'il faut développer. Le ministère en fait déjà et le rôle du parlementaire, c'est de voir comment être le plus possible à côté des populations. Au sortir de cette concertation, les participants devront avoir de plus amples connaissances sur le phénomène afin de se donner les arguments solides à même de défendre efficacement la cause. L'ambition à terme, une éducation pour tous et surtout une éducation de qualité. Au ministère en charge de la femme et de l'action sociale, on expose sur les données statistiques 2016. Ces données mettent en avant la situation de la femme et du genre en 2016 et capitalisent les données des activités menées sur le terrain. Ces statistiques sont contenues dans un annuaire présenté ici par Kadi Sanogo. Les annuaires et tableaux de bord statistiques 2016 du ministère en charge de la femme font ressortir que dans le domaine de l'action sociale, 43 713 cas se sont présentés auprès des services compétents et ont été pris en charge. Les 3 premiers motifs sont les violences à l'égard des enfants, les conflits familiaux
et les grossesses non désirées ou contestées. S'agissant de la femme et du genre, alors les données clés là-bas que nous pouvons noter en 2016, c'est que la situation de la femme n'a pas véritablement avancé pour ce qui concerne l'évolution de ces indicateurs. Voilà, quand on prend l'accès à l'emploi, nous enregistrons environ 24,4% de femmes dans les effectifs du secteur privé, formel et public. Ces documents statistiques 2016 de l'action sociale et de la femme et du genre visent à capitaliser les activités menées par l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour le bien-être de l'autre moitié du ciel, des enfants et de la famille. C'est l'utilisation de ces données qui vont nous permettre vraiment de planifier et de mettre en œuvre des projets et programmes de développement. Et je pense que tous les acteurs qui travaillent dans la mise en œuvre du PNDS doivent s'inspirer de ces annuaires statistiques. Cette cérémonie de lancement a été une occasion pour remettre des documents statistiques à des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ainsi qu'aux autres structures et acteurs qui font de la promotion de la femme et des enfants leur cheval de bataille. Si la situation des femmes au Burkina n'est pas des plus réjouissantes, l'exemple de cette avicultrice à Bobo Dioulasso pourrait inspirer plus d'une femme. Djeneba Hassanou, c'est son nom, exerce l'élevage de poules depuis une vingtaine d'années, environ 4000 poules pondeuses dans son poulailler. C'est au prix de courage et de détermination qu'elle est parvenue à ce résultat. Son portrait avec Moumouni Baro. Madame Djeneba Hassanou, une femme battante dans l'univers masculin de l'élevage moderne. Mais cette passion pour l'aviculture, la dame l'a mise véritablement en pratique il y a de cela 2 décennies. Une expérience dans un secteur peu développé au Burkina, cette promotrice avicole a alors bravé toutes les difficultés grâce à son courage. J'ai commencé à peu près, ça vaut 18 à 19 ans. Donc, j'ai commencé au moins avec 130 poules. Bon, après, je suis allée à 1000 et quelques. À 1000 et quelques, bon, j'ai eu des problèmes. J'ai tout perdu. En quelques jours, j'ai tout perdu. Donc, je suis repartie encore à zéro encore. Aller chercher des prêts, de l'aide, grâce à ma famille, à mon mari. M'ont aidé, je suis repartie encore avec 1500. J'ai pris le courage, j'ai pris des crédits. En tout cas, je me suis engagée. Elle s'est engagée à réussir coûte que coûte dans cette activité qu'elle trouve passionnante. Quand j'ai fini de payer les crédits, je me suis dit pourquoi pas construire un autre bâtiment. Mon mari dit que si tu peux, je dis non, je vais faire. Si j'essaye ou je m'arrête, c'est bon. Donc c'est là que j'ai construit ce bâtiment. Donc quand j'ai fini de faire le bâtiment, il fallait chercher l'argent encore, mettre les poulets. Aujourd'hui, un modèle dans l'aviculture moderne, Madame Sanou estime qu'avec peu de moyens, l'on peut réussir dans ce domaine grâce au courage et à la détermination. Moi, j'ai commencé avec 130 poules. Aujourd'hui, je suis à plus de 3000, 4000. Donc, je peux dire Dieu merci. Eh bien, en toute chose, c'est le courage. Au début, quand il y a une poule qui mourait, moi, je pleurais. Je rentre dans la maison, je pleure. Dis dormir à faire la sieste là. Je ne faisais pas la sieste. Hein. Je passais tout mon temps dans les poulaillers. Cet entrepreneur avicole fait face souvent à des contraintes. Mais jamais elle n'a cessé de rêver un seul instant d'abandonner son projet d'élevage. Je ne veux pas dire que c'est facile. Parce que quand tu ne veux pas être sale, tu ne peux pas. Tu vois, quand tu veux, il faut te donner. Parce qu'il faut que toi-même tu sois toujours sur le terrain. Tu peux venir entrer dans le bâtiment, tu vois. Je suis venu, il y a beaucoup de choses que je vois que ce n'est pas normal. Donc chaque fois, il faut être là. Après des années d'expérience, Madame Sanou est aujourd'hui une femme heureuse et tout cela grâce aux fruits de son effort. Je ne sais pas comment dire, je suis indépendante. Vraiment, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour résoudre mes problèmes. Ce succès, elle le doit surtout en partie à son mari qui n'a cessé de la soutenir. Et selon ce dernier, la femme doit mener une activité économique pour le bien de la famille. Aujourd'hui, là, une femme n'a qu'à faire quelque chose. Je pense que ça vaut mieux parce que les charges, c'est trop.
Un homme, même si une femme ne te laisse pas, tu ne peux pas dire que tu peux porter tous les besoins de la femme. Bon, nous, on a trop de charges. Au moins, si une femme te décharge de certaines choses-là, je pense que c'est mieux, quoi. Pour ce couple passionné, l'aviculture n'a plus de secret. Il envisage bâtir une véritable industrie de volaille, un business encore embryonnaire au Burkina, mais créateur de richesses. À Dori, dans le Sahel du Burkina, la situation inquiétante de la campagne pastorale dans la sous-région ouest-africaine n'échappe pas au réseau Bilital Marobe. Cette fêtière dans le monde pastoral réfléchit aux solutions d'atténuation des effets de la campagne pastorale chaotique. On voit cela avec Jérôme Tendanou sur place à Dori. Les éleveurs pasteurs de la sous-région ouest-africaine face au défi du foncier pastoral. Réunis au sein du réseau Bilital Marobe, ils mettent en commun leurs expériences afin de sécuriser au mieux le secteur. Nous allons faire un peu la revue de tout ce que le réseau RBM a réalisé au niveau de la région durant les 4 années passées, mais aussi faire une analyse de ce qui semble être en vue, c'est-à-dire la campagne pastorale 2018. Vu la situation cette année, comme la saison ne répond pas, il faut qu'on se concerte pour voir avec nos techniciens comment relever ces défis. C'est les gestions qui vont permettre à tout un chacun de comprendre pour faire avancer le processus. Un processus qui implique tous les acteurs de la filière élevage. Et la jeune féminine entend bien apporter sa contribution. Qui parle d'éleveurs, parle d'hommes et de femmes. Donc nous sommes là pour débattre des problèmes du réseau et voir comment la femme éleveur ou la femme de l'éleveur puisse participer à la promotion de l'élevage. Créé en 2003 par des éleveurs du Niger, du Mali et du Burkina Faso, le réseau Bilital Marobe couvre aujourd'hui 9 pays et compte plus de 750 000 membres. À Orodara, dans la région des Hauts-Bassins, le ministère de l'Énergie installe une mini-centrale solaire au centre médical de la ville. C'est une installation qui apporte l'énergie à cet hôpital, mais pas seulement. C'est un système qui met les installations à l'abri des coupures anarchiques de la Sonabel. Le ministre Alpha Oumar Dissa était à Orodara pour apprécier cette acquisition. Rachid Sawadgo l'a suivi dans sa tournée. Le mix énergétique est désormais une réalité à Orodara. Cette alternative de consommation de l'énergie électrique prônée par le gouvernement se matérialise ici avec l'installation de cette mini-centrale solaire pour réduire la consommation énergétique du SEMA de la ville. Cette hybridation va permettre de diminuer la consommation d'énergie. Il va surtout permettre donc de pouvoir donc sécuriser les zones sensibles et les mettre donc à l'abri donc des coupures d'électricité. Mais également, ce travail va permettre donc de pouvoir donc diminuer la pression sur la Sonabel. 17 SEMA du Burkina Faso ont reçu ce système mix énergétique en 2017 et le projet est prévu pour s'étendre à tous les édifices publics. Quand vous prenez les ministères, les universités, les CHU, vous prenez les gouvernorats, les hauts commissariats, les mairies, globalement ce sont ces bâtiments-là qui permettent donc de pouvoir donc offrir l'ensemble des actes administratifs, mais aussi surtout les services sociaux. Ces services qui sont généralement des clients particuliers qui n'arrivent pas aussi à pouvoir donc honorer leurs factures à bonne date. Nous pensons que si nous allons dans cette direction, de travailler donc à sécuriser les zones sensibles de ces services tout en diminuant donc les factures d'électricité, nous gagnerons donc énormément. Avec l'effectivité de ce système, l'énergie électrique sera permanente dans les édifices publics. C'est-à-dire donc que tous les agents de la santé du SEMA, le centre médical avec antenne chirurgicale de Orodara, seront à l'abri des caprices des délestages. On en vient à notre dossier de ce journal, cette pratique millénaire chez les forgerons d'Afrique et du Burkina Faso, la métallurgie à l'ancienne pour l'extraction du fer à travers les hauts fourneaux. Une technologie qui démontre la maîtrise des arts du feu par les forgerons et l'expression du génie africain dans la transformation de la nature.
Au Burkina Faso, plusieurs sites hébergent ces hauts fourneaux hors d'usage aujourd'hui, comme à Tiwega, dans la commune de Kaya, et Royen, dans la commune de Sapsé. On voit cela avec Aruna Mari. Cette architecture tronconique située au pied de la colline de Ronguin est un fourneau. Son abandon remonterait au 19e siècle. L'édifice est fait à base d'argile et d'amas de scorie. Du haut vers le bas, le fourneau comporte une dizaine d'ouvertures de taille variable. Imposant par sa taille, son architecture singulière et son manteau rayé, ce bien culturel est l'une des rares reliques de la métallurgie du fer à Sapsé. Il y a des Blacks qui viennent ici regarder, et puis il y a des gens qui Kitawara, les VTC là, viennent regarder. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose. Nous aussi, on ne veut pas qu'elle tombe. Selon la tradition orale et les recherches des entreprises, le fourneau est un symbole de l'inventivité des forgerons réputés maîtres du feu et du fer. La démarche hésitante, le visage iridé, ce octogénaire est le chef coutumier du village de Ronguin. Il s'inquiète pour la survie du fourneau qui croule sous le poids de l'âge. Le fourneau est actuellement en voie de ruine, se dégradant de jour en jour. Nous n'avons pas les moyens de son entretien et un soutien serait la bienvenue. Une inquiétude qui pourrait se justifier à un pas de là. Sur l'autre flanc de la colline, l'orpaillage ronge les roches qui servent de ceinture de sécurité au fourneau. Outre Ronguin, Tiwega, à un jet de pierre de Kaya, abrite aussi des fourneaux. C'est un site difficile d'accès. À quelques mètres du site, ces roches noires appelées scories jonchent le sol. Selon notre guide, le site abritait plus de fourneaux. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. L'usure du temps et d'autres aléas semblent avoir eu raison des autres fourneaux dont les produits serviraient à ravitailler le royaume de Boussman à l'époque. C'est un fourneau à usage communautaire, ça appartient à toute la communauté. Et quand un des membres de la famille, de la communauté a besoin de fer, il demande aux frères, à la communauté de l'assister dans la recherche du minerai, il concasse et il charge le fourneau. Et que maintenant on met le feu et au bout de 112 heures, la combustion est finie, le métallurgiste vient faire une ouverture sur le fourneau et laisse couler la gangue et plus tard, après le refroidissement, vient retirer la loupe. Ces travaux de restauration visent à fermer les brèches qui étaient là et avec une certaine matière de silicate de soude, et après que ça soit séché, on va repasser notre couche de silicate de soude, chauffer ça à 110 degrés pour le rendre étanche. Il y aura une vitrification, cela va rendre ça étanche, ça va permettre au moins à ce que l'eau ne rentre plus par ce côté. Pour préserver cet héritage, l'association Passaté a créé ce musée à ciel ouvert des fourneaux africains. On a demandé à plusieurs forgerons de la sous-région de se retrouver ici et que chacun essaie de produire quelque chose qui montre l'originalité de l'extraction du fer. Et c'est ce qui a donné la naissance maintenant du musée. Conscient des menaces qui pèsent sur ces trésors ancestraux, le département en charge de la culture veut inscrire ces fourneaux sur la liste du patrimoine mondial. Pour aller plus loin, nous sommes avec le directeur des sites classés patrimoine au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Léonce Ki. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi cette volonté du Burkina Faso à inscrire ces hauts fourneaux au patrimoine mondial de l'humanité? Ok, merci. Et avant de répondre à la question, je voudrais donc, avant tout propos, dire que le travail que nous sommes en train de faire s'inscrit dans la lignée d'un baobab de la recherche au Burkina Faso, que j'ai nommé le professeur Jean-Baptiste Kientega, qui, grâce donc à son travail, nous a permis d'avoir une somme d'informations sur ce que nous voulons donc proposer. Pourquoi éventuellement ces fourneaux? Tout simplement parce que ce sont les restes emblématiques, les restes les plus expressifs donc d'un savoir technologique qui n'est aujourd'hui malheureusement détenu que dans les mémoires des vieilles personnes et pas des tristes vestiges, j'allais dire, qui sont en train donc de souffrir sous le poids du temps.
Oui, on a des hauts fourneaux, mais est-ce qu'il y a des bas fourneaux ou finalement, qu'est-ce que c'est que ces technologies? Est-ce qu'on parle de hauts fourneaux au Burkina Faso? C'est vrai que nous avons des fourneaux qui dépassent 3 mètres de haut, puisque le fourneau de Yuga qu'on ne trouve pas aujourd'hui avait près de 7 mètres de haut. Mais du point de vue technique, on n'appelle pas hauts fourneaux malgré sa taille, mais on les appelle tout simplement fourneaux, puisque le haut fourneau, c'est une structure qui produit la fonte, alors que le fourneau, c'est ce qui produit la loupe. Donc, pour ces questions, donc, au Burkina Faso, nous ne parlons que de fourneaux. Donc, nous avons deux types de fourneaux. Nous avons les fourneaux aériens, tels que le fourneau de Tiwega et de Yamane. Il y en a aussi à Kindibo. À Kindibo, effectivement, et à Yamane, on en a également. Et nous avons des fourneaux souterrains. Des fourneaux souterrains, ce sont des fourneaux qui atteignent 2 mètres d'envergure, mais qui sont carrément sous terre. Et nous avons des fourneaux. Et on les retrouve dans la région. Dans la région, donc pas dans la région du sud-ouest, mais on les retrouve dans la boucle du Mouhoun essentiellement, et notamment vers la Kossi, notamment vers Dédougou. Nous avons donc ces fourneaux qui sont là-bas. Et nous avons également dans cette zone des fourneaux semi-souterrains. Donc au Burkina Faso, nous avons, en fonction donc, de la disposition des fourneaux, nous avons 3 types de fourneaux. Des fourneaux aériens que le professeur a nommé les fourneaux les bossés, puisque c'est le nom des fourneaux en mossé. Nous avons des fourneaux souterrains qu'on appelle les bouilles, parce que c'est le nom en bois mou. Et nous avons également les semi-souterrains qui rentrent toujours dans les noms donc des bouilles. Oui, et on l'a vu, c'est le génie africain qui s'exprime ici à travers l'extraction du fer et le fer également qui est transformé en des outils. Oui, effectivement, lorsqu'on essaie de voir, on s'est toujours montré avec la main gauche, on a toujours montré l'Afrique comme étant celle qui est toujours consommatrice de civilisation, alors que lorsque nous prenons le fer, déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, on produisait du fer au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que c'est une technique très très vieille qui était là et qui n'était pas juste mise en œuvre pour pouvoir satisfaire accessoirement. C'était de très très grandes industries. L'industrie, ce n'est pas seulement européen, l'industrie a commencé très tôt en Afrique. Donc, vous allez voir sur certains sites, vous avez des scories qui atteignent 11 mètres de haut. Donc, essayez de voir la taille de 5 adultes, les uns mis sur les autres. Donc, ça veut dire que c'était une production très importante. C'était une technique exceptionnelle qui a influé sur beaucoup de pans de la société. D'abord, quand on essaie de voir, lorsque l'homme est passé donc du lithique au fer éventuellement, c'est grâce au fer qu'il a pu commencer à se structurer, à constituer donc les premiers villages, ensuite les premiers royaumes et les premiers empires. Également, quand on essaie de voir également, c'est grâce à la métallurgie également que l'homme a pu développer beaucoup le commerce. Donc, c'est grâce à la métallurgie que l'homme atteint éventuellement le stade où nous sommes. Et cela n'a pas commencé avec l'influence des Européens, mais c'est grâce à ce que nos ancêtres ont eu à faire comme travail, grâce au génie créateur de nos ancêtres. Oui, les griots mandingues chantent d'ailleurs que l'humanité a commencé par les forgerons. Oui. Monsieur Ki, juste pour terminer, quelles sont les chances du Burkina de parvenir à l'inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial? Avant de parler des chances du Burkina Faso, il faut d'abord présenter un peu ce que nous avons comme biens. Nous avons 5 principaux biens que nous voulons inscrire. Vous avez parlé des fourneaux de Ronguin, vous avez parlé des fourneaux de Yamane, de Tiwega, nous avons les fourneaux de Bekui et nous avons les fourneaux donc, de Douroula. Donc, si l'on prend l'ensemble de ces fourneaux, on se rend compte que ce sont les fourneaux les plus représentatifs, comme je l'ai dit, ça montre toute la diversité technique qu'il y avait. Et également, quand on essaie de voir à l'ouest du fleuve Niger, nous avons la date la plus ancienne. Je disais donc au 8e siècle avant Jésus-Christ,
on avait donc tous ces éléments qui témoignaient de ce génie donc exceptionnel de l'homme. Puisque pour inscrire un bien, il faut que ça ait une valeur universelle exceptionnelle. Donc c'était un fait exceptionnel pour des sociétés qui vivaient en autarcie, pour des sociétés qu'on pensait vraiment aérées, qui ont pu développer de telles techniques. Voici donc un certain nombre d'éléments. Mais le fait majeur, c'est quoi? C'est que tous les éléments que nous avons au niveau du Burkina Faso, c'est vraiment complet. Pourquoi? Nous avons, puisqu'on a montré que les fourneaux, mais en réalité, les fourneaux ne constituent pas les seuls éléments. Nous avons les mines, là où les gens partaient pour extraire les minéraux. Nous avons ensuite les scories. On a parlé, vous avez, dans les reportages, on a montré des cailloux noirs. On les trouve un peu partout. Et nous avons également des éléments dans les familles. Par exemple, quand je prends la mine et la tige de prospection, voici un ensemble d'éléments et le dossier que le Burkina veut présenter montre tous ces aspects. Voici pourquoi nous avons éventuellement foi que le document que nous allons donc présenter a tous les aspects techniques, a tous les aspects qui lui permettent donc de montrer la valeur universelle exceptionnelle de cet art qu'on appelle la métallurgie traditionnelle du fer. Monsieur Lionski, merci d'être venu nous parler de ces hauts fourneaux. C'est à moi de vous remercier. Et de votre intention et l'ambition du Burkina de les inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Merci. À Ouagadougou, la voie qui passe devant l'hôpital Yalgado Ouedraogo est en chantier depuis quelques temps. Le chantier bouscule les habitudes de circulation, mais malgré le vacarme des gros engins autres bulldozers, il n'est pas rare de voir des petits commerces s'installer en pleine voie en construction. Constat avec Oumar Zombré. Route de Fada, segment de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, échangeur de l'Est. Sur cette voie en bitumage, cette scène quasi quotidienne est devenue banale. Des usagers de la route semblent défier les gros engins qui travaillent et passent comme si de rien n'était, sans se soucier des dangers. Pourtant, le risque est bien là. En tout cas, on est bien conscient des risques d'accident. Sauf que nous devrons être plus prudents sur cette voie. Ce n'est pas seulement le fait de circuler ici. Même sur le goudron, ce risque est aussi présent. Je pense que si la compagnie arrose, ça peut améliorer la visibilité des usagers. Sur ce tronçon, il n'est pas rare de voir des commerces sur l'emprise de la voie à bitumer. Vendeurs de fruits et légumes et gérants de parking. Ce parking est une extension de ceux construits par l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il est situé au beau milieu d'une voie en construction. Le gérant, qui souffre d'une aphonie, causée selon lui par l'inhalation de la poussière, reconnaît qu'il occupe la voie. Donc voilà le sable qui est rempli là-bas. Là. Ils ont dit d'aller là-bas. On est allé là-bas, on ne s'est pas entendu. Puisqu'ils savent qu'il doit avoir parking, normalement il doit trouver l'espace pour les gens de parking. Autre lieu, même constat, marché de Dasasko. Ces parkings occupent une partie de la voie en chantier. Une occupation qui pourrait ralentir les travaux de construction, mais sur ce sujet, les gérants disent avoir trouvé une astuce. S'ils viennent seulement pour travailler ici, nous on recule. Ils font leur travail, ils passent. Après ils nous disent que de regarder, nous on regarde. Voilà, on ne va pas les déranger, et puis c'est bien, c'est pour nous. Quand ça a fini là-haut, ça va beaucoup nous arranger. Mais en attendant que les travaux ne finissent, Woba Yempabou et les vendeurs à l'étalage comptent bien profiter de la situation. Car la fin des travaux pourrait aussi bien signifier la fin de leur business, en tout cas pour ce qui est d'exercer sur la voie. Dans l'actualité ce soir à l'étranger, Salif Sadio, un chef rebelle casamançais, menace de reprendre les armes après des années d'accalmie. Il réagit aux opérations de l'armée sénégalaise après le massacre de 14 personnes le 6 janvier dernier. Au Sénégal, Salif Sadio, l'un des principaux chefs de la rébellion en Casamance, a averti que les opérations lancées par l'armée sénégalaise depuis le massacre de 14 forestiers pourraient remettre en cause la trêve, voire le processus de paix dans cette région du sud du Sénégal, frontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le massacre le 6 janvier dernier de 14 personnes parties chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte
proche de Ziguinchor, principale ville de la région, par des hommes armés a mis fin à des années d'accalmie. Depuis le 6 janvier, l'armée a multiplié des opérations de ratissage. Plus de 20 suspects ont été arrêtés, dont 16 ont été inculpés d'association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes sans autorisation. D'après des sources militaires, au moins un homme armé puis un rebelle présumé ont été tués par des militaires sénégalais le 14 puis le 20 janvier dans les premiers accrochages mortels entre l'armée et la rébellion depuis 3 ans d'accalmie. Outre des milliers de morts, en 35 ans, le conflit en Casamance a plombé le développement de l'agriculture et du tourisme dans cette région du Sénégal. Et puis la Libye qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans une guerre civile meurtrière. Au moins 34 personnes ont été tuées mardi soir dans un double attentat à la voiture piégée à Benghazi. La Libye, une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Au moins 22 personnes ont péri mardi soir dans un double attentat à la voiture piégée perpétré devant une mosquée. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées. Alors que les fidèles sortaient du lieu de culte situé en centre-ville, une première voiture a explosé, suivie d'une deuxième détonation 30 minutes plus tard. Les membres de cette mosquée des salafistes sont connus pour avoir combattu l'été dernier aux côtés du maréchal Haftar à Benghazi. Il aura fallu 3 ans à leurs troupes pour déloger les djihadistes qui dominaient la ville. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens présentée par Abdourahmane Zongo. Aussi incroyable que cela puisse l'être, et pourtant, rapportent les éditions Le Pays, des élèves en colère contre le défaut d'enseignants en physique et chimie dans les classes de seconde, première et terminale au second cycle ont séquestré hier mardi au lycée départemental de Puitenga leur proviseur pendant 3 heures dans son bureau. Un comportement, une colère dont certains ne devront pas imiter, même s'ils n'ont pas leur destin en main, mais espèrent encore l'Obs, ils voudront eux aussi sauver l'honneur à défaut d'une qualification miraculeuse. Eux, ce sont les étalons locaux étalés par le Congo qui jouent ce mercredi les derniers matchs de qualification au premier tour face aux Lions indomptables du Cameroun, face aux Lions domptés 2 fois de suite. Le Pays résume la chose par une formule expéditive mais non moins méditative. C'est le kit ou double pour les étalons, c'est-à-dire la gloire ou la porte. Quant à l'Express du Faso, fini les incantations dans le foot, il en faut bien plus pour ne pas dire que c'est trop tard pour Dissa Malo Saboteur et ses poulains, et le journal va même plus loin en priant aux sélectionneurs saboteurs de s'éclipser et de laisser la place aux jeunes entraîneurs de retour du Maroc, quel que soit l'issue. Le Maroc, justement, quittant le football local pour celui mondial, rêve grand, publie aujourd'hui au Faso et se porte candidat africain une 5e fois de suite pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est tout pour ce journal, l'édition unique de cette soirée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.